je vous invite à distinguer, pour commencer, trois manières d'exercer le pouvoir. On peut régner, on peut gouverner, on peut gérer. Régner, cela veut dire faire peser son pouvoir sur les sujets à la manière d'un roi, d'un tyran ou d'un empereur. Gouverner, cela signifie, pour mimer les philosophes de l'Antiquité, gouverner un groupe ou une société comme un bateau. Parce que dans gouverner, il y a évidemment le mot gouvernail, il faut tenir le gouvernail, ce qui suppose, si on dirige ou gouverne le bateau, qu'on sait où on est, qu'on sait d'où on vient et qu'on sait où on va. Or, il se trouve que les gouvernements d'aujourd'hui, que je ne critique pas pour autant, se contentent grossièrement de gérer. Ils gèrent des budgets, ils gèrent des dettes, ils gèrent des finances, etc. Et gérer suppose plutôt une balance qu'un bateau. Et comme vous le savez, une balance est immobile et ne rentre pas dans l'histoire. Par conséquent, la question est celle du gouvernement. Et la question du gouvernement, nous le savions avant, c'était au fond une sorte de philosophie de l'histoire qui entraînait ce gouvernement. Il fallait une philosophie de l'histoire, c'est-à-dire, je l'ai dit tout à l'heure, avant, maintenant, après. Très bien. Or, cette philosophie de l'histoire, jusqu'à récemment, était plutôt diligentée ou pilotée par les Lumières. Et les Lumières avaient entraîné, au fond, beaucoup de gouvernements européens, y compris le nôtre, ou le vôtre, de la fin du XVIIIe jusqu'à récemment. Or, il se trouve que la philosophie des Lumières a eu quelques défauts, ou plutôt a subi des catastrophes. Je veux dire par là que la philosophie des Lumières pointait la science comme toute bonne et seule bonne et capable de progrès. Et il s'est trouvé que cette science toute bonne et seule bonne capable de progrès avait à un certain moment produit la catastrophe d'Hiroshima. Et je me souviens, étant jeune, d'ailleurs je dis souvent que je suis devenu philosophe à cause d'Hiroshima, je me souviens, étant jeune, cette espèce de coupure que cela a entraîné de confiance dans le savoir. Et par conséquent, aujourd'hui, il est normal, ou d'une certaine manière, il est usuel que nos dirigeants gèrent et ne gouvernent plus, parce qu'ils n'ont plus de philosophie de l'histoire. Ils sont un peu perdus dans cette affaire-là. Et c'est pourquoi, avec probablement trop d'audace, j'ai tenté, il y a quelques années, de publier un livre de philosophie de l'histoire. Et ce livre, qui s'appelle « Darwin, Bonaparte et le Samaritain, philosophie de l'histoire », a essayé de comprendre la suite des temps de trois manières. Une manière dont je parlerai tout à l'heure, une seconde manière dont je parlerai plus tard, et une troisième manière dont je parle tout de suite. Cette troisième manière, ou cette troisième ère, ou cette troisième époque, c'est maintenant. C'est-à-dire, peut-on être assez lucide pour lire le contemporain? Et je me propose, dans ce livre-là, de donner, en gros, un profil ou un portrait de l'ère que nous vivons aujourd'hui. Et en traçant ce portrait, je me suis aperçu, d'une certaine manière, que nous vivions un moment exceptionnel dans toute l'histoire. Et c'est ce moment exceptionnel que je voudrais ce soir décrire devant vous. Pourquoi exceptionnel? Pour une raison, j'ai parlé tout à l'heure d'Hiroshima. Et un historien du XVIIIe siècle, qui s'appelait Bloch, qui n'est pas le Bloch des Annales, mais un autre Bloch, avait fait un calcul qui m'a beaucoup intéressé. Il a essayé de voir
pendant quel intervalle l'Europe était en paix entre 3000 ans et l'époque où il écrivait, 1890 à peu près. Et il s'est aperçu que l'Europe avait été en paix entre 5 et 7% du temps. C'est-à-dire que c'était la guerre perpétuelle. Or, il se trouve que grâce à l'Europe, disons à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous avons soudain vécu en paix. Et cette paix s'est propagée plus ou moins dans le monde, mais prenons d'abord conscience de ce phénomène-là. Nous sommes en paix, vous êtes en paix, et probablement grâce à l'Europe. Or, l'intervalle de paix que nous venons de vivre est de 60 à 65 ans, 70 même peut-être. Eh bien, si vous feuilletez l'antériorité, ce qui précède dans le temps notre histoire, vous ne trouverez jamais un intervalle de paix de cet ordre. La Pax Romana était plus courte et il faut remonter peut-être avant des périodes que nous ne connaissons plus. Par conséquent, nous vivons un moment exceptionnel du point de vue de la violence. Cette violence qui n'a pas cessé, comme le disait Bloch, jusqu'à Hiroshima, j'y suis, où Hiroshima représente une sorte d'apex, de sommet de violence. Et par conséquent, je me suis posé la question, comment décrire l'ère d'avant et comment décrire l'ère d'aujourd'hui. Et bien entendu, je l'ai décrit, mais je me suis aperçu, au moins du point de vue de la paix, que c'était mieux avant. Parce qu'avant, j'y étais, je peux en porter témoignage, et à cette époque-là, on était gouverné par Franco, Mussolini, Hitler, Lénine et Staline, Mao Tse-tung, Pol Pot, rien que des braves gens. Et bien entendu, la Seconde Guerre mondiale a produit entre 40 et 45 millions de morts, plus les crimes d'État que ces braves gens avaient accomplis dans leur propre pays. Par conséquent, vous voyez cette explosion de violence gigantesque qui, tout d'un coup, fait une sorte de figure-fond avec le moment de paix que nous sommes en train de vivre. C'était donc pas mieux avant. Je voudrais faire une parenthèse sur mon titre « Mieux ». Ce titre « Mieux » m'a amené beaucoup de critiques, bien entendu. Comment pouvez-vous dire que nous sommes en paix alors qu'il y a des attentats, alors qu'il y a des guerres, alors qu'il y a tel et tel problème de guerre civile en Syrie et ailleurs? Et ma réponse est assez simple. Elle consiste à considérer les chiffres. Si vous tapez en revenant chez vous sur votre ordinateur « cause de mortalité dans le monde », vous allez apparaître sur l'écran et vous allez voir un tableau avec une suite de chiffres avec les causes de mortalité. Eh bien, la dernière des causes de mortalité la plus faible, c'est guerre, violence, terrorisme. Vous voyez donc que, et attention, ce n'est pas un chiffre pour l'Europe, c'est un chiffre mondial, puisque le chiffre est donné par les institutions comme l'ONU, l'UNESCO, etc. Très bien. Voilà donc un premier élément pour essayer de voir si c'est mieux. Alors voilà, j'ai dit que c'était mieux et je vais souligner le mot mieux. Pourquoi ? Parce qu'en effet, tout le monde va me dire, et je le répète, que vous dites que nous sommes en paix alors que, vous rappelez tel et tel exemple. Pouvez-vous vous souvenir du Candide de Voltaire ? Le Candide de Voltaire est mis en scène par l'écrivain pour se moquer d'une philosophie un peu antérieure à lui, celle de Leibniz, où Leibniz prétendait que nous étions dans le meilleur des mondes et que d'une certaine manière tout était mieux dans le meilleur des mondes. Et bien entendu, Voltaire lui dit « mais c'est pas possible » puisqu'il y a eu le désastre de Lisbonne, cet énorme tsunami qui a fait des dizaines de milliers de morts. Par conséquent, ce n'est pas le meilleur des mondes puisqu'il y a cet exemple-là. Donc, Voltaire oppose un exemple à quelqu'un qui a dit mieux. Qui a dit mieux, comme moi. C'est-à-dire, on dit c'est mieux, on ne dit pas c'est bien.
le bien est très supérieur au mieux. Je veux dire par là que si tout était bien, je dirais que le monde est bien. Mais je ne dis pas que tout est bien, je dis que tout est mieux. Mieux que quand? Mieux qu'avant. Et vous voyez donc que je me mets dans la ligne précisément de la discussion entre Voltaire entre Leibniz et Voltaire, qui Leibniz disait un diagnostic global sur la totalité de l'histoire et du monde, tandis que Voltaire donnait un exemple particulier. Donc, les exemples particuliers. Oui, les médias ont raison d'insister tous les jours sur les morts et sur les cadavres. C'est factuellement vrai. Mais si vous prenez du recul, l'ensemble est complètement faux. Et pourtant, vous êtes influencé par ces médias-là qui vous donnent l'idée que le monde est en une sorte de violence perpétuelle, de guerre terrible, avec des morts partout et des cadavres partout. Ce n'est pas vrai. Si vous regardez les chiffres exacts, eh bien, voilà, le chiffre est de moins de 1% pour la totalité des chiffres en question. Par conséquent, la première des caractéristiques de notre monde, ce serait cette paix-là. Et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Mais il y a d'autres caractéristiques pour montrer que c'était mieux, ou que c'est mieux aujourd'hui. Par exemple, je dis dans mon livre sur les Samaritains que le héros du monde actuel, c'est le médecin, c'est le pharmacien, c'est le biologiste. Pourquoi? Eh bien parce qu'à partir de la fin de la guerre mondiale, les médecins, les biologistes ont inventé une pharmacopée telle que les maladies infectieuses ont à peu près disparu. Je veux dire par là qu'un médecin dans les années 1935-38, par exemple, voyait sur 10 malades 4 syphilitiques, 4 tuberculeux et 2 autres. À partir des années 55, il n'y a plus que les 2 autres. Et dès le moment où il n'y a plus que les 2 autres, l'espérance de vie se met à bondir. Et elle bondit verticalement. Et comme elle bondit verticalement, on va passer tout d'un coup d'une espérance de vie de 40 ans à peu près à une espérance de vie de 80 ans. Ça a changé complètement notre société, ce qui n'était de nouveau jamais arrivé. Et bien entendu, il y a à peine avant cette ère-là, je n'aurais pas été présent pour vous le dire. C'est-à-dire, en effet, je bénéficie, moi, comme... Savez-vous, par exemple, qu'une femme de 60 ans aujourd'hui est plus loin de sa mort qu'un nouveau-né en 1700 ? Et plus loin de sa mort qu'un nouveau-né en 1700. Vous voyez donc que l'espérance de vie a bondi, qu'elle a transformé complètement la société. Je ne sais pas, par exemple, lorsque mes ancêtres se mariaient, ils se juraient fidélité statistiquement, pour 5 ans. Oui. Mais oui, tandis que maintenant, quand Petite Poussette se marie avec Petit Poussé, elle jure fidélité pour 65 ans. Ce n'est pas tout à fait le même mariage. C'est le même mot, mais ce n'est pas la même chose. Et vous voyez la transformation globale de la société en raison de l'espérance de vie. La transformation encore, si vous voulez, si vous lisez des romans de Dickens ou de Balzac au XIXe siècle, il y a souvent le héros qui bouffe l'héritage de ses parents. N'est-ce pas? C'est fréquent. Et bien aujourd'hui, étant donné l'espérance de vie de 84 ans pour nos compagnes, eh bien, celui qui hérite, il est déjà à la retraite. Et vous voyez donc que là, du point de vue financier, le patrimoine en question va rester dans les classes improductives, ce qui, du point de vue économique, est une transformation fulgurante. Et je prendrai évidemment d'autres exemples que celui-là. Vous voyez donc que, avec certains médicaments, nous maîtrisons la naissance. Avec certains médicaments, nous maîtrisons la vie. Quant à la mort, j'en ai déjà parlé. J'ai dit que nous sommes en paix. Mais d'autre part, vous le savez bien, aujourd'hui, il y a eu l'abolition de la peine de mort, il y a eu la fin du service militaire, et ainsi de suite. Par conséquent, le combat contre la mort a été non pas gagné, bien entendu, mais a fait des pas de géant considérables. Par conséquent, oui, c'était mieux, c'est beaucoup mieux maintenant.
C'est mieux maintenant parce que nous sommes en paix, nous sommes en bonne santé, nous arrivons à la vieillesse de façon... J'oublie de dire qu'à partir des années 50, nos biologistes et nos pharmaciens ont inventé des anesthésistes, des altalgiques, etc. Et la douleur a, d'une certaine manière, tendanciellement reculé. Je ne dis pas que nous ne souffrons plus, bien entendu, mais aucune opération chirurgicale aujourd'hui ne se fait sans anesthésie. J'ai connu des opérations chirurgicales sans anesthésie lorsque j'étais gamin. Je m'en souviens parfaitement, j'en ai subi une moi-même. Par conséquent, vous voyez que là, encore, un nouvel homme, une nouvelle femme, un nouveau corps, une nouvelle naissance, une nouvelle mort, une nouvelle vie. Vous voyez donc ici, la description que je fais des temps contemporains, ben oui, avant on souffrait plus, avant on naissait au hasard, avant on mourait plus tôt, avant on souffrait tout le temps. Regardez les caricatures de Daumier. Tout le monde croit que c'est un réaliste extraordinaire. Non, regardez bien ces figures-là. Ils souffrent. Ils ont souffert. Ils sont marqués dans le visage et leur corps par une souffrance inévitable et quotidienne. Vous voyez donc aujourd'hui, cette douleur a complètement transformé la morale. Si vous prenez la morale judéo-chrétienne, comme disaient les journaux, si vous prenez la morale bouddhiste, la morale de tous les pays de l'Eurasie, vous vous apercevez que ces morales-là sont souvent et presque toujours dirigées pour combattre une douleur inévitable et quotidienne. Et par conséquent, dès le moment où la douleur est combattue par d'autres moyens et quelquefois vaincue, que va devenir la morale? Vous voyez donc de nouveau que nous vivons un temps absolument extraordinaire, unique dans l'histoire, qui n'a rien à voir avec les choses précédentes. Et d'une certaine manière, c'est mieux. C'est mieux. Alors, je peux prendre des détails, et dans C'était mieux avant, je me suis amusé à dire beaucoup de détails concernant l'alimentation, concernant les habits, les souliers, l'hygiène. Tenez, prenons des exemples au hasard. Puisés dans mon livre, j'ai été pensionnaire dans des lycées de province d'abord et dans les lycées de Paris ensuite. Eh bien, dans ces lycées-là, on dormait dans des dortoirs de 80 pensionnaires, n'est-ce pas? Deux fois par semaine à peu près, un surveillant à 5 heures du matin frappait dans ses mains et disait « La douche, la douche, la douche ». Devinez, chers amis, combien de héros se levaient à 5 heures du matin pour traverser la cour, il y avait 2 cours avant la douche, et d'aller se laver. C'était vraiment des héros, et ils avaient effectivement d'héroïque le fait qu'ils n'étaient pas très nombreux. Voyez, vous vous rendez compte de l'odeur qui régnait dans les dortoirs, voyez. Je ne me souviens pas d'avoir joué au basket, au rugby, ou d'avoir fait j'étais spécialiste plutôt de 800 mètres, qu'on m'ait proposé une douche après avoir couru, après avoir joué, etc. Ça n'existait pas. Donc, du point de vue de l'hygiène, on a complètement changé de manière de faire. Qui parmi vous ne se douche pas tous les matins? Bien entendu, ça paraît tout. Savez-vous, chers amis, que j'ai assisté dans les années 55-56 au lancement d'un magazine que vous lisez peut-être encore, qui s'appelle, je crois, Elle, un magazine féminin, n'est-ce pas? Et savez-vous que ce magazine s'est lancé, sous mes yeux, je m'en souviens parfaitement, par une sorte de publicité, par une sorte de campagne qui disait « Mesdames, changez de culotte tous les jours ». Mais tout le monde de mon temps disait « Mais voyons, c'est pas possible, voyons, c'est absurde ». Et on accusait un peu le magazine en question d'être un peu pornographique, vous voyez. Mais il était seulement hygiénique, vous voyez. Or, cette hygiène-là a fait des progrès de géant, et vous le savez fort bien.
Par conséquent, l'hygiène et l'hygiène de l'alimentation. Alors, tout le monde aujourd'hui dit nous ne savons pas la provenance des aliments, et on a raison. Nous ne savons pas comment se conservent les aliments, et on a raison. Moi, j'ai connu l'époque où on connaissait la provenance des aliments, bien entendu. On faisait même la cuisine du cochon chez moi. Vous voyez, bon. Et alors, bon, on tuait le cochon, on faisait la saucisse, et tout ce que vous imaginez. Et puis on gardait le jambon à la cave, bien entendu. Et puis quand c'était le moment de le manger, eh bien, je me souviens, mon père, avec un couteau de cuisine, enlevait les vers. Eh bien oui, c'était de la biodiversité. Hein. Je me souviens très bien, moi, avoir été pensionnaire au lycée de Bordeaux, et quand on nous servait, quelquefois, pas toujours, quand on nous servait des macaronis, si on coupait le macaroni dans le sens de la longueur, on y trouvait la même biodiversité. Par conséquent, la sécurité de l'alimentation est récente. La sécurité de l'alimentation, que tout le monde critique d'ailleurs, si on la compare avec l'insécurité de l'alimentation autrefois, où on attrapait la chiasse 3 fois par semaine à peu près, il n'y a pas photo. Vous voyez, c'est une différence. Tenez, l'habillement, je m'excuse, je donne des détails. L'habillement, ben, je me souviens très bien que pour rôder les chaussures d'hiver, ben, il fallait quand même quelque chose comme 1 mois ou 2 où on prenait des ampoules à chaque orteil, n'est-ce pas? Et je me souviens des souliers de coque pour faire de la haute montagne. J'ai longtemps fait la haute montagne. On avait des souliers très très solides. Oui, mais on avait l'impression d'abord d'avoir une enclume à chaque pied pour commencer, ce qui pour monter, etc., est très facile. Et d'autre part, on se faisait un mal fou aux chevilles et aux orteils. Aujourd'hui, les nouveaux souliers, on a l'impression qu'on est dans des pantoufles charentaises, même dans les cas les plus extrêmes, vous voyez. Donc, les progrès sont géants partout. Tenez, autre exemple. Il se trouve que mon père était à la fois paysan et marinier. Marinier, cela voulait dire qu'il avait des bateaux sur la Garonne, et sur la Garonne, il extrayait du sable et des... Ah, il était dragueur. D'ailleurs, le métier de dragueur, le savez-vous, est la spécialité unique dans le monde de la Belgique. Vous le savez sans doute. Les plus grands dragueurs du monde sont des Belges. Sont des Belges. Non, ne prenez pas dragueur dans le sens d'aujourd'hui. Eh bien, il était donc dragueur, et donc il extrayait du sable. Et pour transporter le sable, ben, c'est très, très simple. On avait une pelle, et à la pelle, on garnissait le camion qui partait toutes les heures. Et puis tout d'un coup, on a eu une bande transporteuse qui a fait que on mettait le... Vous voyez, l'effort, et puis, hop, simplement, presque à ras du sol. Et puis tout d'un coup, on a rangé les pelles et les pioches et les fourches, parce que les pelles mécaniques sont arrivées. Par conséquent, la pénibilité du travail a chuté de façon verticale. Et je peux en témoigner parce que je l'ai tenu, moi, à la pelle, je l'ai tenu, moi, à la pioche. Je sais la différence entre le travail manuel et intellectuel. Oh, j'ai un souvenir qui me traverse l'esprit, je n'ose pas vous le dire. Oui, j'étais professeur à l'école normale supérieure et je préparais les étudiants à l'agrégation de philosophie. Et un jour, le sujet qu'il fallait traiter, c'était quelle est la différence entre un travailleur manuel et un travailleur intellectuel. Alors, à l'époque, le matérialisme dialectique était prégnant dans cette école, et tout le monde citait Staline, etc. Et donc, j'ai eu devant moi un exposé extraordinairement raffiné et documenté, et orienté de ce côté-là. Et quand ça a été la reprise, j'ai dit, vous savez, la différence entre un travailleur manuel et un travailleur intellectuel, c'est que les uns se lavent les mains avant de pisser et les autres après avoir pissé. Et bien entendu, ils étaient furieux, bien entendu. Mais, bon, vous voyez donc que si je prends des exemples à la fois globaux, c'est-à-dire la paix, l'espérance de vie, etc. Puis des exemples mineurs, les petits détails, n'est-ce pas? Le vêtement, l'alimentation, etc. L'hygiène, les outils. Voilà que je fais un portrait de notre temps
qui n'a jamais eu lieu dans toute l'histoire. Nous n'avons jamais eu un intervalle de paix aussi long, nous n'avons jamais autant maîtrisé la vie, la mort et la naissance, nous n'avons jamais si peu souffert, nous n'avons jamais eu si peu de pénibilité au travail, nous avons... etc. Par conséquent, vous voyez, tout d'un coup, je me suis aperçu qu'il y avait là, est-ce que c'était mieux? Dans tous les domaines que je viens de citer, oui, c'était mieux. Je n'ai jamais dit, et je le répète, que c'était bien. Je ne dis pas qu'on vit dans un monde paradisiaque. Il y a encore des douleurs, il y a encore de la violence, en particulier la violence dans les familles, la violence sexuelle auprès des femmes, etc. Oui, il y a encore de la violence, il y a encore des gens qui meurent de faim, il y a encore... Oui, bien sûr. Mais c'est mieux. Ce n'est pas bien, c'est mieux. C'est-à-dire, je suis du côté de Leibniz et non pas de Voltaire. Parce que Voltaire se trompe, il se trompe dans la discussion concernant précisément l'ensemble du monde. Parce que Leibniz le dit. Il dit bien sûr, il y a du mal dans le monde, etc. Mais voilà, c'est mieux. Voyez donc que mon diagnostic concerne la manière de considérer le contemporain. Est-ce qu'on peut être lucide sur le contemporain? Alors évidemment, la liste des éléments que je donne, presque personne ne le donne, parce que la plupart de ceux que j'appelle, en riant, les grands paparonchons, disent vraiment c'était mieux avant. Est-ce qu'ils se souviennent de Mao Tse-tung? Est-ce qu'ils se souviennent de l'espérance de vie? Est-ce qu'ils se souviennent, etc. Vous voyez donc l'ensemble des éléments que je mets en relief montre un progrès. Et que la philosophie du progrès est encore en route. Et que ce progrès est à la fois existentiel, qu'il est politique, qu'il est international et qu'il est personnel, ou qu'il est moral. Oui, qu'il est moral, je le crois vraiment. C'est-à-dire, voyons, on parle du mal. Je ne peux pas nier qu'il y ait du mal dans le monde. Il y en a même beaucoup. Et pour lutter contre ce mal, beaucoup de gens pensent qu'il faut lutter contre lui en pensant à l'axe du bien, l'axe du mal, n'est-ce pas? Alors, vous voyez, ils vont lutter l'un contre l'autre et le bien va... Oui, mais qu'est-ce que c'est que le mal? Le mal, c'est la violence. Et si le mal, c'est la violence, que faites-vous, vous, les gens de bien, à vous bagarrer contre le mal à l'aide d'armes et quelquefois d'armes de destruction massive? Et par conséquent, c'est pas vrai. Il n'y a pas l'axe du bien et l'axe du mal comme le croient les Américains. Il y a une morale à prendre, à regarder, beaucoup plus fine, beaucoup plus raffinée, beaucoup plus précise dans les circonstances, où, d'une certaine manière, le bien se mélange toujours avec du mal. Et c'est ce que j'appelle mieux. Donc il y a du progrès. Et ce progrès, tout le monde dit évidemment que je suis optimiste. Et vous savez, peut-être pas en Belgique, vous êtes peut-être plus intelligent, mais en France, qui dit optimiste dit imbécile. N'est-ce pas? Et je passe pour un imbécile depuis déjà quelques années. Ça m'est égal, bien entendu, parce que probablement je le suis. Mais enfin, on me traite d'optimisme. Mais ce n'est pas de l'optimisme. C'est simplement une lucidité donnée sur un moment donné, qui est très très différent des moments qui nous précèdent et dont je ne parlerai pas ce soir parce que ça serait trop long. Et pour vous donner une idée du caractère exceptionnel du moment où nous vivons, votre recteur a dit gentiment que j'appartenais à un groupe de malfaiteurs qui s'appelle l'Académie française. Et le métier de notre association, c'est de fabriquer le dictionnaire de langue française, où il n'y a pas du tout together, pas du tout. Et dans ce dictionnaire, que nous sommes en train à peu près de terminer, nous avons à notre disposition tous les dictionnaires que nos confrères disparus
ont confectionné depuis Richelieu. Donc, à peu près tous les 12 ans, 15 ans, 17 ans, un dictionnaire tombait. Et donc, on a cette série à notre disposition. Et nous avons calculé, bien entendu, quel était le gradient de différence dans la langue entre deux dictionnaires successifs. C'est assez facile à voir. Eh bien, la différence entre deux dictionnaires successifs est à peu près constante pendant 2 siècles et demi, 3 siècles. C'est-à-dire que la différence entre deux dictionnaires est de 2 à 4 000 mots. 3 000 mots, 4 000 mots, enfin bref, dans une fenêtre, si vous voulez, de 2 à 3 000 mots. Entre le dictionnaire précédent et celui que nous terminons, on en est à lettre V, on en est à la vérité, vous vous rendez compte. Entre le dernier dictionnaire et celui que nous préparons, la différence de la langue française est de 37 000 mots. De 37 000 mots. Ce qui est un tsunami géant dans la langue. Et vous avez là une photographie instantanée de moment où nous vivons. C'est-à-dire qu'on a bien regardé maintenant, après un certain temps, quels étaient ces mots nouveaux, quels étaient les mots qui étaient perdus. Des mots perdus et des mots qui arrivent, n'est-ce pas? Non, c'est pas l'anglais, pas du tout, parce que le mot anglais, c'est un mot toujours assez snob qui tombe 2 ou 3 ans après. Donc il n'est pas stable dans la langue. Heureusement, d'ailleurs. Et on a regardé de près quelles étaient ces différentes. C'est presque toujours des mots de métier. C'est presque toujours des mots de métier. C'est-à-dire que tenez, pour vous faire voir la différence encore colossale entre le temps d'avant et le temps d'après, il y a un chiffre que je ne vous ai pas donné et qui me paraît aussi important que tous les autres, c'est que jusque dans les années 1900, 1920, 1930 à peu près, nous étions, en Belgique comme en France, à peu près 55 à 65% de paysans ou de métiers ayant relation avec l'agriculture. Aujourd'hui, je ne connais pas le chiffre pour la Belgique, mais il doit être à peu près équivalent au nôtre. Nous en sommes à 3,6% de paysans. Vous voyez donc l'espèce de révolution gigantesque qui a eu lieu, c'est-à-dire, voyons, depuis le néolithique, où des ancêtres de génie ont domestiqué des espèces de faune et de flore. Oh, nous avons cessé d'être chasseurs-cueilleurs et nous sommes devenus paysans éleveurs. Et nous étions à peu près tous paysans éleveurs, avant la révolution industrielle. D'ailleurs, je crois que jusqu'à cette époque-là, entre 5 et 8% de l'humanité habitait les villes. Oui. Le reste était à la campagne. Aujourd'hui, 3,6%. Par conséquent, ce qui m'effraie là dans cette affaire, c'est que je vais dire un gros mot, le néolithique vient de se terminer. C'est-à-dire que puisque le néolithique invente la révolution paysanne et que tout le monde est paysan jusqu'à un certain moment, le moment où la paysannerie décroche et tombe à 3%, c'est d'une certaine manière la fin du néolithique. Vous voyez donc que les éléments dont je parle sont vraiment décisifs, n'est-ce pas? Alors, bon, on a regardé les problèmes de métier, dont je parlais tout à l'heure, les mots de métier, et on s'est aperçu que, eh bien oui, si on passe de 60% d'agriculteurs à 3,6%, eh bien, il y a peut-être 1000 à 1500 mots touchant l'agriculture qui sont perdus. Nos enfants ne connaissent plus ces mots-là. Qui connaît le mot « joug » aujourd'hui? Qui parmi les enfants... je suis très fier, je vais vous raconter une histoire. Mon arrière-grand-père était fabricant d'émouchettes. Qui parmi vous sait ce que c'est qu'une émouchette? Hein? Ça, c'est une question à 10 €. Hein? Mais une émouchette, c'était... Vous savez que quand
quand les bœufs étaient en train de labourer, on les mettait sous le joug, précisément, et le timon de la charrue passait au milieu du joug. Et c'est comme ça qu'ils tiraient la charrue. Très bien. Mais comme ils étaient sous le joug, ils avaient le museau complètement immobile. Ils ne pouvaient donc plus se défendre des mouches. Il fallait donc tisser un petit carré de tissu qu'on attachait aux cornes des bœufs et avec des mailles assez larges pour qu'ils puissent voir et des marges assez étroites pour que les mouches ne passent pas. C'était donc et mouchette. Je suis le fils, non pas du seigneur des mouches, mais du seigneur de les mouchettes. Et j'en suis très fier, forcément. Et vous voyez que des mots comme ça ont complètement disparu, mais que beaucoup de mots techniques, vous devriez regarder par exemple, même des dictionnaires illustrés, parus autour des années même 50-55, qui ont des planches techniques. Allez les voir. Presque tous les métiers ont disparu. Donc il y a un ensemble, si vous voulez, de pratiques et de techniques qui n'ont plus de vocabulaire, dont le vocabulaire a disparu. Et il m'arrive souvent de parler avec des très très vieux comme moi, ou presque aussi vieux que moi, et c'est rare, n'est-ce pas, de parler de techniques d'antan, et nous sommes les 2 seuls ou les 3 seuls de maîtriser des mots perdus, vous voyez. Mais même des mots relativement récents. Je ne sais pas, moi, par exemple, autrefois, vous vous souvenez peut-être qu'il y avait que le téléphone était sur un axe, n'est-ce pas? Et il y avait pendu à côté un répondeur. Et pendant que je téléphonais, je disais à ma femme, tu prends le répondeur. Mais qui sait ce que c'est qu'un répondeur aujourd'hui? C'est fini. Pardon, c'est un écouteur. Et c'était un écouteur. Je me suis trompé. C'était un écouteur et on disait prends l'écouteur pour participer à la conversation. Mais qui aujourd'hui sait ce que c'est qu'un écouteur? Et par conséquent, là, on a une transformation canonique, si vous voulez. Bon. Alors, si vous faites la somme de tout ce que j'ai dit, si vous faites la somme des éléments que j'ai amenés devant vous et que vous retrouverez mieux développés et plus gais peut-être dans C'était mieux avant, dans le livre, vous êtes obligé de conclure qu'il n'est pas vrai que c'était mieux avant. C'était même tout à fait le contraire. Avant, c'était vraiment un monde dur. Un monde dur. Un monde dur du travail, un monde dur des habits, un monde dur de l'alimentation, un monde dur de la guerre, de la violence, etc. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde doux. Et pour finir, voici arrivé derrière moi, petite poussette en personne. Qu'est-ce qui distingue avant et aujourd'hui? Réponse, la communication. Et nous finirons par là. Vous ne vous rendez pas compte, mesdames, messieurs, ce que signifie de vivre dans un espace que j'appellerais lacunaire. Un espace où, là où vous habitez, est une sorte d'île, des insulas, des îles. Je veux dire par là que d'une ferme à l'autre, on ne savait pas très bien ce qui s'y passait, que de la ferme au village, on en savait un peu parce qu'on allait à la foire, du village au chef-lieu, on ne savait rien, et du chef-lieu à Paris, encore moins. Par conséquent, vous voyez, il y a une sorte de marqueterie de l'espace, telle que les communications étaient, comme ça, extrêmement rares et malaisées. Et d'ailleurs, ça s'est multiplié pendant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on avait bien la radio, mais la radio était parasitée, chaque adversaire parasitait la radio de l'adversaire dont on n'entendait rien. Par conséquent, nous sommes passés d'un espace entièrement découpé en îlots indépendants à un espace complètement uni, complètement uniforme, complètement accessible. Nous avons changé d'espace. Nous n'habitons plus le même espace. Et comme nous n'habitons plus le même espace, nous ne sommes plus dans le même temps.
Je vais vous donner 2 exemples. Au moment où paraît l'âge doux, un peu après, les Soviétiques envoient dans l'espace un cosmonaute nommé Gagarine, je crois. Gagarine, c'est ça. Et je suis invité à la radio ou à la télé, j'en sais rien, pour commenter cette nouveauté. Et j'ai beaucoup étonné mes amis autour de moi en leur disant non, Gagarine n'est pas parti. Comment il n'est pas parti? Ben non, il n'est pas parti. Mais comment il est à des milliers de kilomètres? Mais il est en temps réel et à chaque seconde en communication avec la Terre. Vous vous rendez compte ce que c'était qu'un voyage autrefois? Autrefois, un voyage était tel que quand vous quittiez votre maison, il n'y avait plus de nouvelles à la maison. Et par conséquent, on vous attendait 6 mois, surtout que si vous étiez marin à la voile, n'est-ce pas? C'est-à-dire il n'y avait pas de communication. Oh, les femmes de marins attendaient leur mari 6 mois, 3 ans, 6 ans, et peut-être toute leur vie, sans avoir aucune idée de ce que son mari était devenu, où il était et ce qui lui était arrivé. C'était donc un monde sans aucune communication. Et aujourd'hui, nous ne voyons pas à quel point le fait de dominer l'espace ainsi et de dominer le temps a changé complètement nos conditions de vie. Alors, est-ce que c'était mieux avant? Voyons. Je suis un ancien marin et j'ai servi la marine à Djibouti, dans l'est de l'Afrique. Et à cette époque-là, j'étais plus ou moins fiancé avec celle qui est devenue ma femme, qui faisait des études à Bordeaux. Très bien. C'était 2 ports, ça allait donc très vite. Et quand j'écrivais à ma femme, écoutez, c'était très rapide, ça mettait à peu près un mois et demi pour que la lettre arrive. Et par conséquent, quand je recevais une lettre de ma fiancée, elle m'exposait son état d'âme, forcément, c'était les correspondances d'amour. Et je répondais sur ses états d'âme. Oui, mais au bout de 3 mois, on oublie l'état d'âme. Vous voyez ce que je veux dire? Et oui, je crois que la correspondance de l'amour date du portable. Oui, je crois. Oh, Madame de Sévigné, qu'est-ce que oui. Mais Madame de Sévigné souffrait des mêmes choses. Et elle envoyé sa lettre qui arrivait à 1 mois, on lui répondait 2 mois après, etc. Ce n'était pas de la correspondance, voyons. Tandis que je prends mon portable et j'appelle ma femme, comment vas-tu, etc. Si elle est à San Francisco et moi à Paris, c'est la même chose. Si elle est à côté de moi, si elle est dans le jardin et moi dans mon bureau, c'est la même chose. Il n'y a plus de distance. C'est-à-dire les nouvelles technologies n'ont pas raccourci les distances, comme on le dit, pas du tout. Elles ont aboli les distances. Il n'y a plus de distance. Et comme il n'y a plus de distance, de nouveau, nous n'habitons plus le même espace. Et comme nous n'habitons plus le même espace, nous n'habitons plus le même temps. Et maintenant, faites le bilan de ma conférence, il est clair comme 1000 soleils. Si vous prenez la paix, si vous prenez les problèmes de guerre, si vous prenez ensuite les questions d'alimentation, les questions de douleur, les questions de vie, de mort, etc., jusqu'aux problèmes de communication, eh bien vous avez tout d'un coup une analyse parfaitement lucide. Évidemment, tout le monde va me dire que c'était beaucoup mieux avant. Oh, ben bien sûr, il y a des choses qui étaient beaucoup mieux avant. On parlait français, c'était extraordinaire. C'était mieux, il n'y a pas de doute. Ou alors, les entrées de ville étaient délicieuses. Les entrées de ville, c'était le passage de la campagne à la ville. C'était toujours. Maintenant, vous voyez, le commerce et le fric ont tout gâché, bien sûr. Il y a des choses qui sont beaucoup plus mal, c'est certain. Mais je recommence avec le dialogue entre Leibniz et Voltaire. Oui, c'est mieux maintenant, mais c'est mieux. Mais c'est mieux. Le mot « mieux » est le mot capital du titre de mon livre. Merci beaucoup.